je suis Nathalie, je suis la créatrice du blog nathalie-fossa.com dédié à la parentalité. Je suis aussi la créatrice de la formation Bien grandir 0-3 ans à destination des jeunes parents. Et j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir le docteur Laurent Vinikoff, neurochirurgien et qui a exercé pendant plusieurs années en tant que neurochirurgien pédiatrique. Oui, en effet. Bonjour Nathalie. Merci de cette invitation. Oui, je suis neurochirurgien pédiatrique, mais on va dire je suis neurochirurgien adulte, on va dire mixte, depuis de nombreuses années. Malheureusement, j'ai dû arrêter mon activité de neurochirurgien pédiatrique depuis à peu près une dizaine d'années, car je me suis plutôt orienté vers la chirurgie du rachis, notamment en développant des techniques mini-invasives, mais c'est vrai, j'étais neurochirurgien pédiatrique pendant au moins une quinzaine d'années. D'accord. J'ai débuté ma formation de neurochirurgien, on va dire généraliste, à Nancy, qui était le deuxième plus grand centre de France en termes de lits et d'activités. Et j'ai eu la chance dans ces services de faire un maximum de choses et de voir des pathologies très diverses. Et nous avions la chance également d'avoir un service de chirurgie pédiatrique. Et on avait également la chance de travailler avec un grand professeur qui était un maxillofacial, et pas un neurochirurgien, le professeur Stricker, qui était un grand spécialiste de la déformation crânienne. D'accord. Voilà. Et c'est à partir de là, je me suis beaucoup intéressé à la neurochirurgie pédiatrique, grâce aux malformations crâniennes d'abord, mais également à toutes les autres pathologies malheureusement qui peuvent affecter les enfants, à savoir les tumeurs, hydrocéphalie ou autres maladies qui requièrent un traitement ou une prise en charge neurochirurgicale. D'accord. Et il me semble que tu as aussi également travaillé à l'hôpital de Necker en Formanalde, qui est assez connu, on va dire. Absolument. Donc j'ai travaillé un semestre entier dans le cadre de ma formation. C'est tout à fait autorisé d'aller faire un stage ailleurs, en dehors de l'interrégion de formation. Et j'ai eu vraiment la chance de rencontrer des gens formidables là-bas. J'ai passé 6 mois avec le professeur Régnier, professeur Kahn, professeur Sainte-Rose, qui étaient vraiment des maîtres pour moi, qui m'ont beaucoup appris. Et d'ailleurs, j'ai même failli rester là-bas. Malheureusement, il n'y avait pas de poste à cette époque-là, mais on aurait bien voulu collaborer ensemble. Et bon, je les salue d'ailleurs, s'ils écoutent un jour cette vidéo. S'ils nous regardent. Ouais, s'ils nous regardent, je les salue vraiment et je les remercie beaucoup pour leur formation et leur bienveillance. Alors du coup, qu'est-ce que tu aimes dans cette spécialité de la neurochirurgie pédiatrique? Qu'est-ce que tu aimes en fait avec les enfants? J'aime déjà le contact avec les enfants. C'est complètement différent des adultes, bien entendu. Il y a aussi les parents, c'est-à-dire que les enfants, il n'y a pas d'enfants sans les parents, et donc ça crée un dialogue, un lien assez singulier qu'on n'a pas forcément avec les adultes. Et puis bon, les enfants, ce sont des êtres qui évoluent au fur et à mesure du temps, qui ont la particularité de s'aggraver très rapidement, comme ils peuvent s'améliorer très rapidement. Donc il y a cette adrénaline qu'on a lorsqu'on doit gérer une aggravation brusque du patient pédiatrique. C'est un peu imprévisible en fait. Ah oui, c'est imprévisible, enfin plus ou moins on va dire. Mais c'est vrai que quand les complications arrivent et que l'enfant s'aggrave d'un point de vue clinique, c'est vrai qu'il faut faire preuve de sang-froid, d'esprit d'analyse et de réactivité pour pouvoir le sauver et le sortir de ce mauvais pas. D'accord. Alors du coup, en neurochirurgie pédiatrique, qu'est-ce qu'on traite comme, comme maladie, pathologie? C'est très très varié en fait. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à leur sauver la vie déjà. Non, on traite plusieurs choses. Il y a plusieurs axes, on va dire, plusieurs matières, on va dire. Il y a tous les problèmes de l'hydraulique du cerveau, c'est-à-dire qu'on appelle l'hydrocéphalie. C'est-à-dire qu'on a des affections qui empêchent le bon écoulement du liquide céphalorachidien. C'est un liquide qui est fabriqué par le cerveau. C'est qui se trouve autour du cerveau, je crois. Autour et à l'intérieur du cerveau. D'accord. Et donc, dont l'écoulement peut être affecté et donner une accumulation de ce liquide, et qui donne lieu donc à une hydrocéphalie. Donc il y a ces pathologies-là qu'on doit traiter. En fait, il y a trop d'eau dans le crâne. D'accord. Soit c'est un obstacle, soit il y a trop de production ou pas assez de résorption. Il y a les pathologies tumorales qui sont un peu frontières avec l'hydrocéphalie, parce qu'il y a des tumeurs qui, en progressant dans le cerveau des enfants, gênent l'écoulement de ce liquide, et ça peut être un premier signe d'appel, de découverte de ce type de lésion. Et du coup, la tumeur, elle prend de la place, elle empêche le cerveau de grandir, si je comprends surtout, bien. elle refoule le cerveau et entraîne des troubles neurologiques qui peuvent aller de la paralysie jusqu'au coma, voire la mort de l'enfant.
Et du coup, dans ce cas-là, tu l'enlèves en fait, la tumeur? Si c'est possible, oui. Des fois, on peut ne pas l'enlever parce qu'elle se situe parfois dans des zones extrêmement difficiles d'accès où le simple fait d'accéder à cette tumeur entraînerait plus de dégâts qu'autre chose. Donc, on est parfois obligé de les traiter avec des moyens non chirurgicaux, à savoir la radiothérapie, la chimiothérapie ou les deux combinés. Après avoir fait un prélèvement, une biopsie de cette tumeur avec des appareils très spéciaux qu'on utilise en neurochirurgie. D'accord. Et donc quand il y a trop d'eau alors dans cette botte crânienne, comment tu fais pour en enlever finalement pour qu'il y en ait moins? Eh bien il faut la dériver quelque part ailleurs. En fait il y a plusieurs façons. On utilise des systèmes de tuyauterie, enfin de tuyaux qu'on appelle des dérivations. Donc c'est un tuyau qu'on met à l'intérieur du cerveau qui va dans la cavité du cerveau où circule le liquide sphalo-arachidien. Et donc cette eau en surplus va passer dans ce tuyau. Et donc c'est un tuyau qui passe à travers le crâne et qui va se retrouver, qui est raccordé à un réservoir sous la peau. Et ce réservoir va aller également être raccordé à un autre cathéter qui va sous la peau et qui va drainer le liquide en excès dans le péritoine, dans le ventre ou dans la veine jugulaire. Tout dépend l'âge. Voilà. Et donc le trop-plein de liquide passe dans ce tuyau. Donc on peut réguler la pression d'écoulement et va permettre de diminuer la pression dans le crâne. Ça c'est la première méthode. Et pour certaines hydrocéphalies obstructives, c'est-à-dire qu'il y a une tumeur par exemple ou une malformation qui bloque l'écoulement du liquide céphalorachidien, on peut faire de l'endoscopie, c'est ce que j'ai développé à Tours. En fait ça consiste à de dériver le liquide mais par une voie interne. C'est-à-dire, au lieu de mettre un tuyau, on va faire un trou dans la tête, un petit trou, introduire un endoscope avec une caméra à travers le cerveau dans la cavité en question. C'est comme un tube, un endoscope. Ouais, c'est un tube qui est rigide, avec une caméra, de la lumière, et de quoi passer des instruments très fins. Et donc on va pénétrer à l'intérieur du cerveau, dans les cavités du cerveau qu'on appelle les ventricules, et on va se retrouver dans un ventricule qu'on appelle le troisième ventricule, il y en a 4 au total. Il a la particularité de posséder un plancher très fin qu'on peut perforer. Et en perforant ce ventricule avec des pinces et des ballons, eh bien le liquide va pouvoir s'échapper à une voie d'échappement par cet orifice qu'on a nous-mêmes créé. Mais j'imagine que là, les instruments, ils doivent être tout petits. Le tube, quelle taille il fait? Le tube, alors, il peut faire une dizaine de millimètres de diamètre. D'accord. Oui, c'est vraiment tout petit. Il faut vraiment être très précis. Là. Ouais. D'accord. Sinon, on peut traiter aussi des malformations, je crois? Oui. Des déformations crâniennes essentiellement. D'accord. Donc des déformations crâniennes, ce sont des pathologies qui entraînent des déformations très caractéristiques du crâne, qui sont dues à des sutures du crâne qui s'ossifient trop précocement. D'accord. Et donc ça va déformer le cerveau, et donc effectivement on peut faire des interventions permettant de corriger cosmétiquement ces déformations, mais également de libérer le cerveau, parce que dans certaines de ces malformations, plusieurs sutures peuvent Donc les sutures, c'est quoi? Les sutures, c'est ce qui sépare les os du crâne. C'est ce qu'on peut voir sur ce modèle. Hein. C'est le dessus du crâne. Vous voyez que le crâne, c'est pas une seule pièce. Elle est composée de plusieurs os. Là, ici, vous avez l'os frontal qui est devant. Et de chaque côté, vous avez les deux os pariétaux. Et vous voyez, il y a ces articulations ici, qu'on appelle les sutures. Et elles sont très importantes parce que au cours de l'évolution, de la croissance, le cerveau va augmenter de volume, et en augmentant, il ne peut augmenter de volume que si ces sutures s'écartent au fur et à mesure. D'accord. Et au fur et à mesure qu'elles s'écartent, il y a de l'os qui va se former pour essayer de combler la zone. Le cerveau va augmenter jusqu'à l'âge adulte. Et une fois que le cerveau a fini sa croissance, les sutures vont s'ossifier, c'est ce qu'on voit ici. Et ça fait un système rigide. D'accord ? Voilà. Et donc, parfois, ces sutures peuvent s'ossifier. Il ne faut pas qu'elles soient ossifiées, parce que sinon, le cerveau ne peut pas se développer normalement. Il peut plus grandir. Voilà. Si, il va pousser dans les zones où c'est possible pour lui. D'accord. Imaginons, par exemple, que cette suture ici, qu'on appelle la suture coronale, est bloquée, ossifiée, et bien le cerveau va pousser dans les autres zones. Il va écarter ces sutures-là et celles-là. D'accord. Du coup, l'enfant va se retrouver avec un front plat, une déformation de l'orbite, alors que le reste va se développer à peu près normalement. D'accord. Voilà. Et donc chaque suture peut s'ossifier précocement. Il peut en avoir une ou plusieurs. Et c'est lié à quoi cette ossification précoce ? Alors ça c'est une bonne question. Il y a plusieurs hypothèses. Il y a des causes génétiques, mais également des causes qui sont en rapport avec des déficits en vitamines, notamment en acide folique.
en vitamine B12, etc. Ça, c'est lors de la grossesse, lors de la grossesse, en effet. Et puis, il y a également des maladies génétiques qui affectent plusieurs structures à la fois. D'accord. Comme par exemple le syndrome de Crouzon. On a un bon exemple dans l'histoire de la musique, notamment Mozart. Mozart avait un crâne déformé, il avait une mâchoire comme ça, donc une rétromaxillie, et il avait des sutures qui étaient, comment dirais-je, ossifiées précocement, ce qui lui déformait le cerveau et lui donnait donc cette forme-là. D'accord. Il y a d'autres types de malformations qui peuvent arriver, enfin en tout cas qui se traitent en neurochirurgie, ou d'autres pathologies. Alors, il y a des malformations. Alors si on parle de malformations, on va aborder les malformations vasculaires. On a des malformations vasculaires qui peuvent être des donc ce qui concerne les veines alors, si je comprends bien. Les artères, les veines, voilà. Ça peut être des fistules, c'est une artère qui se jette directement dans une veine, ce qu'on appelle une fistule artério-veineuse. On peut également avoir des malformations artério-veineuses, c'est une espèce de méduse, un amas de vaisseaux. J'aime bien cette image. Ouais, des petites méduses, et ça ressemble exactement à ça. Donc ce sont des malformations vasculaires dont le risque est le saignement. Donc saignement, qui dit saignement dit hématome. D'accord. Et dit également traitement chirurgical de l'hématome de cette malformation. D'accord. Parce que l'hématome, quel est son risque ? L'hématome, c'est comme une tumeur, ça prend de la place dans le cerveau. Le cerveau n'est pas extensible à l'infini comme chez l'enfant. Enfin, l'enfant, il peut avoir une certaine capacité à encaisser le choc, mais à bout d'un moment, l'hématome va prendre de la place, ça va augmenter la pression dans le crâne et entraîner la mort de l'enfant. D'accord. Ou en tout cas du patient qui est affecté de cette malformation. D'accord. Ils peuvent se créer de manière tout à fait impromptue ou il y a des causes ? Ça donne souvent des hématomes spontanés. Les malformations, elles peuvent exploser, soit à l'occasion d'une poussée de tension, ou même pas. Elles peuvent se rompre parce que les vaisseaux n'ont pas la même qualité qu'un vaisseau normal. D'accord. Elles se rompent et là, ça saigne brutalement. Donc, c'est un saignement brutal. Donc, tout ce qui est brutal, en général, le corps humain ne supporte pas. En particulier le cerveau. Il n'a pas le temps de se déplacer. Il n'a pas le temps de se positionner pour absorber le choc. Et en général, on a des accidents gravissimes. C'est d'emblée, c'est le coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est comme la rupture d'anévrisme. Ça vient brutalement et les gens sont brutalement pas bien. Quand je dis pas bien, ils sont dans le coma et ils meurent en général. Et les causes d'hématomes ? En voilà une, c'est les malformations artério-veineuses, mais également on peut avoir des traumatismes. Oui. Traumatisme crânien à l'occasion d'une chute ou d'un choc direct ou indirect. Il y a également, notamment dans la pathologie pédiatrique, les enfants secoués. Ou secouer un enfant, ça peut créer un hématome, ça peut être à l'origine d'un hématome sudural qui peut décoller le cerveau, prendre de la place et faire souffrir le cerveau et donc l'enfant. Vous avez également des hématomes qui sont dus à des déshydratations intenses. D'accord. Le cerveau se ratatine sur lui-même, et en se ratatinant sur lui-même, en perdant de l'eau, il va tirer sur les veines ponts, qui permet de faire drainer le sang veineux du cerveau, et donc ces veines vont se rompre, et ça va donner un saignement plutôt à bas bruit, parce que le saignement veineux est plutôt moins violent qu'une artère. Et les causes de ces déshydratations importantes ? Ça peut être une fièvre importante avec un enfant qui n'a pas été réhydraté, par exemple. D'accord. Okay. Ça arrive. Alors, la déshydratation arrive souvent, mais bon, le fait d'avoir un hématome sous-dural, c'est assez rare quand même, heureusement. D'accord. Mais ça peut être une cause d'hématome. D'accord. Et comment les parents sont amenés à venir te consulter, par exemple ? Est-ce qu'ils ont suivi un parcours particulier avec leur médecin généraliste, etc. Ou il y a des cas où les parents viennent de leur propre chef Il y a deux situations. Il y a les situations urgentes où les parents amènent leurs enfants aux urgences et là, les urgentistes nous appellent au secours pour savoir ce qu'il faut faire. Et puis l'autre situation, c'est la situation de consultation où le pédiatre ou le médecin a remarqué quelque chose de normal, notamment dans ma pratique quotidienne à l'époque, c'était surtout des déformations crâniennes. D'accord. Voilà, j'avais beaucoup de déformations crâniennes. Surtout, ça concernait des plagiocéphalies positionnelles, dont on parlera un peu plus tard, ou des vrais craniosténoses, c'est-à-dire des synostoses, c'est-à-dire des soudures précoces, comme je disais tout à l'heure, des sutures du crâne, qui entraînent des déformations. Parfois, quelques cas d'hydrocéphalie sur des malformations cérébrales plus complexes. Et puis aussi les fossettes sacro-coccygiennes, vous savez, les petits trous qu'on peut avoir au niveau du coccyx. Les petits creux qu'on a en bas du dos. Ouais, qui donnent des abcès quand on est adulte, alors pas forcément, mais souvent. Donc j'avais beaucoup ce type de demande de consultation. Également un peu dans les consultations, on va dire, pluridisciplinaires, on voit des malformations d'origine génétique, comme les maladies de von Recklinghausen, Elephant Man, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Ah oui. Voilà, donc ça entraîne des déformations rachidiennes. C'est quand même peut-être plus rare de nos jours. Oui, c'est rare. Enfin, de nos jours, ça je ne peux pas trop
évaluer, on va dire, la fréquence de cette malformation, mais il y a des maladies qui se transmettent familialement. D'accord. Donc c'est principalement ce type de patient que je voyais en consultation. Et j'ai entendu dire que les tumeurs cérébrales chez l'enfant, c'était quelque chose qui était en pleine explosion malheureusement. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai, on a des hypothèses. C'est vrai que ce qu'on sait, c'est que entre 0 et 1 an et 12 mois, le nombre de tumeurs a augmenté de manière significative. Et surtout, ce sont des tumeurs de très mauvais pronostic qui sont extrêmement agressives entre 0 et 12 mois. Donc si vous rencontrez un enfant qui a cet âge-là et que vous voyez une tumeur, malheureusement, il y a de fortes probabilités que ce soit une tumeur extrêmement agressive. Donc il faut être rapide et ne pas tarder, quoi. Oui, et après, c'est ça, il faut être rapide, il faut étudier les possibilités d'exérèse de ces lésions-là, parce qu'en fait, le but de l'exérèse, c'est de diminuer la pression dans la tête, de faire de la place et sans faire trop de dégâts sur le tissu cérébral sain, donc ne pas entraîner de séquelles supplémentaires. D'accord. Et après, comme ce sont des lésions malignes en général, il faudra y adjoindre la chimiothérapie, dont on connaît les effets secondaires aussi, puis la radiothérapie. D'accord. Donc en général, c'est quand même pas anodin. Oui. Pas anodin, ouais. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais ajouter ou est-ce qu'on a fait le tour de la question? On ne fera jamais assez le tour de la question. Il y a tellement de choses à dire sur cette spécialité qui est passionnante, mais peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. J'en doute pas. Merci beaucoup, Dr Laurent Vinikoff, d'avoir accepté cette interview. Vous pouvez en apprendre un peu plus sur la parentalité sur mon blog nathalie-fossa.com, me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Nathalie Fossa. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.